La lecture, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit susciter, on doit amener les élèves, les enfants à découvrir ce plaisir. Et le plaisir, on peut le trouver à travers le choix. Cette liberté, ce plaisir sont essentiels dans la découverte de la lecture et de l'écriture aussi, enfin d'explorer et de susciter cette envie. Mona Lira et Abracadabra. Mona Lira ou pas? Mona Lira, ici et là. Mona lira et ne figera pas les êtres dans un état ou un schéma. Mona Lira avec toi. Mona Lira, partout où que l'on soit. Mona Lira avec les yeux, les oreilles ou les doigts. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis malvoyante et, signe particulier, j'adore la lecture. J'anime Mona Lira, le podcast de la médiathèque numérique accessible monalira.org. Mona Lira met à disposition des livres en coloration syllabique, grand caractère, audio avec ou sans texte synchronisé, braille numérique, langue des signes française et plein d'autres formats pour les personnes empêchées de lire les livres imprimés du commerce en raison d'un handicap. Tous les mois, je vous propose une heure d'échange avec un auteur, une autrice ou une personnalité du monde littéraire. On y parle des œuvres, de comment elles se créent et de littérature sous toutes ses formes. Parce que la lecture est une passion qui rassemble, quelle que soit notre façon de lire. Pouvoir lire autrement est un droit. Mona Lira est la médiathèque numérique qui y pourvoit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Mona Lira, le podcast. Aujourd'hui, Mona Lira avec Alexandre Regat. Bonjour Alexandre. Bonjour Céline. Alexandre a un parcours relativement polyvalent et très diversifié. Et il vient aujourd'hui nous parler de son tout premier roman, Les Réprouvés, sorti tout récemment, le 12 juin 2025 aux éditions Presse Inverse. Un petit roman de 152 pages qui dure en audio un peu plus de 2h15. Alexandre, tu as verni ton roman le jeudi 19 juin, donc il y a quelques jours à peine. Comment est-ce qu'on vit le vernissage d'un roman lorsqu'on est primo-romancier et en plus, comme toi, éditeur? C'est une sacrée étape, c'est vrai. Je connais l'étape du vernissage en tant que lecteur, en tant qu'éditeur. Et c'est vrai que là, d'un coup, se retrouver de l'autre côté, c'est il y avait de l'appréhension forcément à vivre ce moment. Et puis, de voir les gens arriver avec l'enthousiasme et de me faire dédicacer le livre, tout de suite, ça devient quelque chose de plaisant et d'agréable parce qu'on voit que c'est des échanges qui sont tout de suite bienveillants. Il y a une attente, une curiosité. Et puis de commencer à parler de son livre, je trouve ça vraiment très agréable. Après avoir eu toute cette partie solitaire d'écriture, tout d'un coup, de commencer à partager, c'est une étape vraiment, vraiment plaisante. Qu'est-ce qui a amené un éditeur comme toi, puisque tu es aujourd'hui et depuis longtemps maintenant à la tête des éditions Encre Fraîche à Genève, maison d'édition où tu n'as pas édité ton propre livre, puisque tu as édité chez des confrères lausannois chez Presse Inverse. Qu'est-ce qui amène un éditeur à se dire « Tiens, maintenant, j'aimerais franchir le pas de l'écriture » et comment est-ce qu'on vit ça en tant qu'éditeur professionnel, de se retrouver de l'autre côté et de finalement vivre le processus de correction des épreuves, etc., que tu as l'habitude de mener, toi, en tant que professionnel de l'édition? Alors, j'ai toujours aimé écrire, ça a toujours fait partie de ma vie, l'écriture. Quand j'étais plus jeune, j'ai participé à des concours d'écriture, enfin voilà, j'avais cette motivation et puis de faire découvrir les textes aux autres aussi, de faire lire les textes et ça m'a toujours habité. Après, pendant longtemps, j'ai continué à écrire pour moi mais sans montrer les textes et puis j'avais plus forcément assez de temps pour vraiment me lancer dans un projet concret. Mais j'avais cette envie-là et je savais qu'un jour, je prendrais le temps de le faire et de me lancer dans l'aventure d'écrire un roman. Et c'est en 2018, donc il y a déjà un certain nombre d'années, que j'ai décidé de commencer l'écriture de ce roman, Les Réprouvés. C'est un sujet qui m'habitait depuis longtemps puisque j'avais suivi donc un séminaire d'histoire de la médecine quand je faisais des études d'histoire générale à Genève. Et dans ce séminaire, on m'avait
donné ce sujet en fait comme objet d'étude. Et donc j'avais dû parler de l'hystérie et de la nymphomanie à ce moment-là. Et à ce moment-là donc quand j'ai découvert cet épisode des hystériques de Morzine, je m'étais dit qu'un jour j'en ferais quelque chose. Et donc c'est quelques années après que ça m'est revenu et j'ai eu envie d'aller creuser cette histoire-là. Ça m'a pris environ 3 étés, pour rédiger ce texte. Donc pendant l'année, j'avais peu de temps, donc c'est vrai que, je ne continuais pas forcément l'écriture. Mais durant ces étés, durant 3 étés, vraiment je me suis mis à l'écriture et ça m'a habité complètement. Donc c'était l'aventure de l'écriture, donc et qui était assez solitaire comme ça. Et après, quand le texte a été terminé, j'ai commencé par le faire lire à des personnes et finalement, je l'ai envoyé à des éditeurs français. Et pourquoi en France alors que tu connais tout le réseau roman? Justement, c'était bien ça le problème, c'était cette difficulté de présenter en fait son texte à des éditrices ou à des éditeurs que je connais, c'est vrai, plus ou moins tout le monde. Et c'est vrai que, c'est s'exposer d'un côté, ça va être se dire: «Bon, on va envoyer un texte» et puis après, il y aura un jugement. Enfin, est-ce que le texte sera apprécié ou pas? Après, de se dire: «Est-ce que je serai encore crédible comme éditeur si, on estime que mon texte ne tient pas la route?» Et puis aussi, d'un autre côté, c'est de mettre dans l'embarras peut-être, les collègues ou les éditeurs ou éditrices, à qui j'aurais soumis le texte et puis, peut-être, voilà, si ça ne leur avait pas plu, ils auraient dû refuser. Donc la 1re impulsion, ça a été d'envoyer en France comme ça loin, comme je connais personne, c'était plus facile de lancer, la bouteille à la mer. Et puis, enfin voilà, ça n'a rien donné comme j'imaginais. C'est vrai que c'est un manuscrit, parmi ces milliers ou dizaines de milliers de manuscrits qui circulent en France et qui ont peu de chances de surgir. Mais, donc après, une fois cette aventure, d'envoi en France, j'ai laissé, reposer le manuscrit pendant plus d'une année dans mon tiroir en me disant: «Bon, peut-être qu'un jour je l'enverrai, mais je ne sais pas trop». Et c'est au salon du livre, un jour, je discutais avec une des autrices d'Encre fraîche, Charlotte Frossard, qui m'a dit tout à coup, «Maintenant ça suffit. Enfin, tu ton manuscrit, il est bien, donc il est bon, donc envoie-le à des maisons d'édition». Et c'est vrai que cette impulsion, tout d'un coup, je me suis dit: «Bah oui, c'est ridicule». Enfin, j'ai mené à terme ce projet et j'ai décidé de l'envoyer à 3 maisons d'édition suisses romandes. 3 maisons d'édition qui font un travail éditorial aussi, qui ont une attention par rapport à la langue, à ce travail-là, et dont j'appréciais vraiment la qualité. Et il se trouve que je l'ai envoyé aux Presses Inverses et une fois le texte envoyé, je me suis dit, que j'allais devoir attendre pendant des mois, peut-être pendant 6 mois ou plus. Enfin voilà, selon mon expérience d'Encre fraîche, où parfois ça prend du temps, de décider, enfin si on souhaite publier ou pas un manuscrit. Parce qu'on le rappelle, les maisons d'édition en Suisse romande sont souvent composées de petites équipes, donc on n'a pas la force de frappe de grandes maisons françaises comme Gallimard ou d'autres. Tout à fait. Et puis, par exemple, chez Encre fraîche, on est 5 dans la commission littéraire, donc le temps que le manuscrit circule parmi les 5 personnes, donc ça prend un certain nombre de mois. Donc je m'étais fait à l'idée d'attendre, enfin voilà, sereinement. Et au bout d'une semaine, j'ai reçu un message, d'Alexandre Metzner, donc qui était éditeur donc aux éditions Presse Inverse et qui m'a écrit: «J'aime ton texte, enfin voilà, donc si tu es partant pour l'aventure, on veut le publier aux éditions Presse Inverse». Du reste, ton roman a une histoire aussi particulière liée au destin d'Alexandre Metzner. Tu lui dédies ce roman, puisque ton roman s'est construit chez Presse Inverse dans des circonstances aussi très particulières dans la maison d'édition. Effectivement, parce qu'avec Alexandre, donc on s'est vu avant l'été. Il m'avait transmis, ses corrections et alors que j'étais en train de faire les corrections, j'ai reçu un message de Livre Suisse, qui est l'association des éditeurs, de Suisse romande, qui annonçait, son décès donc tragique dans un accident, d'alpinisme. Et à ce moment-là, c'est vrai que je ne savais pas si l'aventure des Presses Inverses allait continuer ou pas, puisque son compagnon, donc Antoine Vireda, puisqu'ils étaient les 2 à avoir créé cette maison d'édition, je savais pas s'il allait continuer ou pas. D'autant plus qu'Antoine n'avait pas lu mon texte, comme il se répartissait les textes, donc c'était Alexandre qui avait choisi le mien et puis qui faisait le travail.
Et puis Antoine a décidé d'honorer donc la mémoire d'Alexandre et de poursuivre tous les projets. Et ensuite, ça c'est, Alice Bottarelli, qui a rejoint l'aventure des Presses Inverses, donc avec qui j'ai pu faire tout le travail éditorial, avec des échanges vraiment passionnants autour du texte, qui m'ont envoyé, toutes ces remarques. On a eu, discussions intéressantes autour du texte. Alice Bottarelli, qui est également autrice aux Presses Inverses. J'aimerais bien, moi, que tu nous expliques ce qu'on retient potentiellement en tant qu'éditeur une fois qu'on a traversé le processus de création d'un roman en tant qu'auteur, puisque j'imagine que ton expérience de publication, enfin de cheminement vers la publication en tant qu'auteur, t'a sûrement donné des pistes de confirmation peut-être dans ta pratique éditoriale en tant que professionnel de l'édition. Oui, ça a été vraiment, passionnant pour moi et c'est ce que je voulais justement, de vivre ça, enfin tout ce retravail, cette relecture et ces échanges. Et puis avec Alice, donc c'était au niveau, du style, où elle a par exemple, décortiqué chacune des métaphores, des comparaisons que je faisais et dès qu'il y avait une petite faille, donc c'est vrai qu'elle la pointait, donc c'était vraiment très, très enrichissant de voir ce travail pointu dans les détails. Et puis au niveau du contenu, plus, par rapport au traitement en fait des femmes comment j'abordais, comment je décrivais, cette hystérie et cetera et puis ma description de ces femmes. Donc ça a été des discussions intéressantes avec un point de vue, d'une femme jeune justement, qui est en plein dans cette, génération MeToo et cetera. Enfin voilà, qui porte un regard intéressant et puis, par rapport à un homme qui écrit, sur un sujet avec, des femmes, enfin qui sont vraiment au cœur du récit. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que j'avais fait lire mon texte à des femmes plus âgées qui n'avaient pas du tout réagi par rapport à ça et on voit qu'il y a une question générationnelle qui était aussi intéressante par rapport à ça. Donc on a eu des échanges, qui m'ont permis aussi de réorienter un peu le texte par rapport à ces questions-là. Tu nous parles de Génération MeToo pour Alice. Là, c'est peut-être aussi l'occasion de commencer à entrer un peu dans le vif du sujet autour de ton roman. Donc, on l'a dit, Les Réprouvés, un épisode d'hystérie qui se déroule à Morzine en 1857, donc milieu du 19e siècle, avant Charcot et le début vraiment de la psychiatrie, disons documentée et avec les conséquences qu'on connaît. Et après, évidemment, la chasse aux sorcières qui a dévasté et mis des conséquences assez dramatiques sur les femmes en Europe et notamment les femmes isolées. Un roman historique, on l'a dit, on a eu l'occasion d'en parler. Et pourtant, en préparation de ce podcast, quand on s'est entendu en amont, tu m'as dit, moi, à la base, je voulais absolument pas rédiger un roman historique. Oui, ça peut sembler paradoxal effectivement parce que, quand on voit l'objet maintenant, c'est vrai qu'il y a cette trame historique qui est très forte. Mais, j'avais toute cette histoire des hystériques en tête quand j'ai commencé à écrire. Mais je m'étais dit finalement que je voulais plutôt écrire une sorte d'allégorie ou de fable un peu universelle. Donc c'est vrai que j'avais pas du tout, ancré le roman, il y avait pas de date, il y avait pas de nom. Même, les personnages, masculins, enfin c'était le Mont Blanc, le Mont Noir et cetera. Enfin, même l'église n'était pas nommée, enfin ni le nom de Morzine. Donc j'avais complètement, effacé tout ça. Pourtant, l'histoire des hystériques, on pouvait l'apercevoir comme ça puisque j'avais quand même respecté la trame principale et puis les premières personnes qui ont lu, le roman m'ont dit: «Mais c'est bizarre, enfin on sent qu'il y a quelque chose d'historique là derrière, mais on n'a aucun élément, donc c'est frustrant et on aimerait en savoir plus. Donc raconte-nous, ce qui se passe vraiment». Et puis au bout de la troisième personne qui m'a dit ça, je me suis dit: peut-être qu'il y aurait quand même quelque chose à réfléchir et que le projet initial, donc de complètement effacer le côté historique, n'était peut-être pas, la meilleure des options. Et puis j'ai pris la décision après de réinscrire l'histoire dans ce roman. Ça a été un peu un calvaire de faire ça. C'est vraiment quelque chose que je ne conseille à personne de faire, parce que en fait, j'avais tricoté toute mon histoire et là, j'ai dû vraiment tout détricoter, en reprenant tout le texte, pour voir, tout ce qui est du point de vue de la vraisemblance, de la cohérence, puisque je m'étais permis des libertés, assez importantes. Donc j'ai dû,
oui, vraiment reprendre chacune des scènes et cetera, les liens avec, les personnages, les lieux ça a été un travail intéressant mais assez fastidieux que je devais traquer, finalement chacun des éléments en me replongeant dans les sources. Il y a eu, une histoire avec la couverture où au départ mon éditeur m'avait donné 2 propositions de couverture et sur l'une de ces 2 donc qu'on avait choisi, il y avait un arbre qui est important dans l'histoire où c'est une des scènes principales, où c'était à la base un chêne. Donc la couverture était très belle, mais quand j'ai réinscrit, cette histoire dans ce cadre historique, tout d'un coup, on se dit qu'on est à Morzine, à 1 500 mètres d'altitude et donc un chêne, à ce moment-là, Pousse pas. ça ne pousse pas. Donc petit problème, j'ai dû appeler Antoine et lui dire: malheureusement, en fait, il y a un souci avec la couverture» et puis, finalement, j'ai dû réécrire la scène aussi parce que, pour des questions pratiques, c'était pas forcément non plus très 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 efficace. Enfin voilà, avec un sapin, c'était plus compliqué qu'avec un chêne. Du reste, cette scène du sapin, en tout cas une partie de celle-ci, sera dans les extraits qu'on a choisis pour ce podcast. Alors, pour le rythmer, on va en parler de cette scène du sapin. Et on a finalement choisi donc un autre motif qui est une partie de la chevelure du personnage principal, d'une jeune femme qui a une chevelure rousse. Et donc sur la couverture, finalement, on a cette chevelure, mais qui correspond très bien à l'histoire. Et je suis très content de la couverture au final. Ça nous amène à parler du coup de cette héroïne principale avec laquelle le roman débute, qui est une jeune femme dont on ne connaît pas le prénom. À aucun moment on le découvre du reste au fil du récit, qui a la particularité d'être rousse, d'où d'ailleurs cette belle chevelure rousse sur la couverture, pour celles et ceux qui l'auraient vue. Et cette femme, on entre dans le roman avec aussi peu d'informations qu'elle, puisqu'elle a la particularité d'être amnésique. Elle ne se souvient absolument pas de son passé et elle arrive à Morzine, vierge de souvenirs, et elle arrive à Morzine en même temps qu'on entre, nous, dans le village, en suivant un papillon qui reviendra ensuite dans le récit. On va pas s'étaler sur l'histoire du papillon, mais qui a aussi une jolie métaphore là derrière. Et cette femme arrive dans ce village qui est très dévot, qui est coupé du monde à cette époque-là, puisqu'il n'y a pas de route encore asphaltée, qui arrive à Morzine, qui est donc un village de montagne, aujourd'hui plus connu pour ses sports d'hiver que pour ses faits d'hiver, et auquel on accède à l'époque par des chemins muletiers, en tout cas par des sentiers qui sont difficiles d'accès. Et cette jeune femme, quand elle arrive dans cette communauté qui est très repliée sur elle-même, de gens qui sont très, très ligaux, très croyants, pour qui la communauté religieuse est importante et la messe un certain nombre de fois dans la semaine également, va tout de suite être vue par les femmes de la communauté comme potentielle sorcière et potentielle source de problèmes. Alors évidemment, on le dit d'entrée de jeu dans le récit, une des femmes, en tout cas, qui va être celle qui finalement va lui octroyer du travail, le dit à une certaine époque, on l'aurait taxée de sorcière. Aujourd'hui, on peut plus le faire parce que les mœurs sont évoluées, mais elle s'imagine déjà que c'est la femme belle, qui n'a aucun défaut physique, etc., et qui va potentiellement être la convoitise et l'objet de tous les désirs des hommes du village, mariés ou non. Oui, exactement. Peut-être, je tiens à préciser que, le personnage, je l'ai complètement inventé, mais dans les sources, il est mentionné en fait qu'il y avait une femme qui s'appelait Jeanne la Rouge, qui était rousse justement, et puis qui provoquait un peu l'administration, qui provoquait les pouvoirs publics et qui leur échappait. Donc quand il y a eu tous les épisodes. Donc après, j'ai pas souhaité garder ce personnage historique qui existe vraiment, mais j'ai gardé sa chevelure et puis j'ai souhaité justement en faire un personnage complètement neuf qui arrive dans cette aventure sans avoir aucun lien avec les personnes qui vivent à Morzine et aucun souvenir, donc on sait pas du tout d'où elle vient. Et je trouvais important d'avoir cette page blanche sur laquelle écrire l'histoire et qui va être confrontée aux médisances, aux commérages, etc., et à la méchanceté finalement des personnes qui l'entourent. Du reste, ces médisances et ces commérages, tu as une façon très particulière de les mettre en avant dans ton roman, qui est construit d'ailleurs
sur une trame assez spécifique, puisque tu as fait le choix de ne pas chapitrer ton roman, mais de le diviser en plusieurs sections. Il y en a plus d'une centaine en tout, qui passent régulièrement d'un narrateur à l'autre ou d'une narratrice à l'autre, et entre ces narrations, parfois la première personne et le je n'est pas toujours le même. On aura un ou deux exemples. Tu as une narration à la troisième personne du singulier et une narration qui fait intervenir les différentes voix du village. Alors, on ne sait jamais qui parle. Et pourquoi avoir fait ce choix du cœur du village, comme tu le disais? Oui, c'est vraiment un chœur comme un chœur à l'antique. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Enfin voilà, d'avoir un assemblage de voix comme ça, mais on puisse pas distinguer en fait qui parle. Et là, ça me semblait bien représenter, la vie d'un village comme ça, où, à chaque fois qu'il y a une scène, un épisode, en fait, on a, finalement les réactions des uns et des autres, les jugements des uns et des autres qui surgissent, et je trouvais intéressant de le faire puisqu'autrement donc il y a pas du tout de dialogue dans le reste du récit, mais qu'on puisse entendre tout d'un coup des voix qui s'expriment, qui se chevauchent, qui sont parfois en contradiction les unes avec les autres. Et tu le disais, en préparation de ce podcast, tu as toujours veillé à insuffler dans ces différentes interactions une pointe d'humour. C'est vrai que le roman n'est pas forcément extrêmement léger, mais dans ses chœurs, il y a souvent un peu d'humour qui vient ponctuer, généralement en chute. En quoi c'était important pour toi d'insuffler de l'humour dans ces passages-là? Justement, alors c'est un humour qui est un peu grinçant puisque c'est toujours assez tragique, ce dont il est question, mais je pense que, moi ça me permettait aussi d'avoir des respirations comme ça avec ces chœurs de femmes au milieu de la narration qui je pense est assez dense. Et ces chutes, enfin, j'ai toujours aimé la chute, et c'est vrai que quand on sait pas très bien juste vers quoi on va, en fait, quand on lit ces parties-là, ces chœurs avec ces phrases, et tout d'un coup, il y a un renversement où j'essaie de prendre le contre-pied, et moi, c'est vrai que ça m'amusait de le faire et ça me faisait sourire aussi, et je pense que ça apporte un autre regard, et ça correspond, je pense aussi à ouais, à la situation dans un village avec la vie, de tous ces gens qui s'observent, qui se connaissent tous, qui se regardent. On vous donne un petit exemple d'un de ces chœurs du village. C'est relativement, je dirais, au milieu du récit, au moment où les crises ont pris de l'ampleur et où ça commence à toucher de plus en plus de villageoises au sein du village de Morzine. Et évidemment, le fait qu'on n'arrive pas à résoudre ces cas, ni par la religion, ni par la médecine, ça va attirer un certain nombre de bonimenteurs et de charlatans, dont un qui va réussir à vendre de manière assez conséquente des onguents à l'ensemble de la population qui a déjà vu un autre bonimenteur leur vendre d'autres types de prestations avant d'en arriver aux onguents. Et je vous lis un tout petit extrait de l'extrait de ce chœur au moment justement de cette vente des onguents. Les crises continuent, alors que toutes les femmes empestent. Ma fille sent la rose, la mienne le musc. L'onguent qu'il m'a donné me fait tourner la tête. Je vomis tout le temps. Ma fille a perdu son fiancé, qui a dit qu'il ne pouvait plus supporter son odeur. J'ai donné tout mon argent. Dommage que les amulettes n'aient pas été efficaces. Heureusement, je n'ai que des garçons. Je sens réagir Alexandre. Voilà pour la pointe d'humour. Finalement, ces villageois se plaignent tous du fait que finalement les amulettes étaient moins chères que les onguents. Et au final, on est bien content d'avoir que des hommes, même si, d'avoir que des garçons, puisque ces cas ne touchent que les femmes, à l'exception d'un homme dans le récit dont on ne sait pas si c'est exactement le même mal qui le touche. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, je ne suis pas sûre. Mais dans tous les cas, ça nous amène au premier cas d'hystérie. Donc, le premier cas qui est documenté, et c'est probablement celui duquel que tu as le plus développé au sein de ton récit, qui est celui de la petite Péronne Tavernier, qui a lieu le 14 mars 1857 en rentrant de l'église. C'est pas celui qu'on a choisi pour illustrer l'ampleur que va prendre le phénomène, mais c'est par elle que tout commence, une jeune fille de 14 ans qui
en rentrant, de l'église, va, accidentellement tomber au bord de la rivière sur, une jeune fille qui se noie et c'est après avoir assisté à cet épisode potentiellement traumatique que, la petite Péronne va commencer à développer des signes qu'on va, commencer à, mettre en lien avec, de l'hystérie, potentiellement de la possession. On ne sait pas trop ce qui arrive à cette fille à cette adolescente qui tout à coup va tomber en léthargie, alors qu'elle est elle-même en train de préparer sa première communion. À travers ce que tu dis, effectivement, on voit, l'importance de la religion à cette époque, à Morzine. Il faut savoir aussi que les hommes, pour la plupart, en fait, passaient, heu, plusieurs mois par année, même la majorité des mois, en fait, loin de Morzine, puisqu'ils étaient engagés comme, maçons, comme tailleurs de pierre, donc ailleurs, par exemple à Genève ou dans d'autres régions. Et l'emprise, en fait, de l'Église était très forte puisque le curé était vraiment une figure qui avait une autorité, particulière, à Morzine et par rapport à ces femmes. Donc on a ce premier cas de cette jeune Péronne Tavernier, qui va finalement, en fait, donner cette impulsion et elle va vite être suivie par d'autres jeunes filles, de ses camarades d'école et cetera, où il y en aura un certain nombre, qui vont se mettre à avoir ces mêmes manifestations, ces convulsions et ça va s'amplifier, puisqu'on aura on aura jusqu'à 150 à 200 femmes, jeunes filles, Péronne avait 10 ans, jusqu'à, il me semble, 58 ans. Enfin voilà, donc il y a tout un spectre de femmes, qui sont atteintes, qu'elles soient jeunes ou plus âgées. Et d'ailleurs cette augmentation des cas prend une tournure assez symbolique, au moment de l'Assomption. Je te propose de partager cet extrait avec, nos auditeurs et auditrices. Des petites filles, des jeunes femmes, aucune d'entre elles n'est à l'abri, n'importe où. Dans l'église, au bord de la Drance, au milieu d'une rue, des cris retentissent soudain, des hurlements qui agressent le village, qui fendent le ciel, des mots orduriers, qui meurtrissent les murs. Quand cela arrive, tous les habitants sont tétanisés. J'en ai été le témoin à 2 reprises. Pétrification qui angoisse les pères qui ont des filles, les frères qui ont des sœurs, les sœurs qui ont des sœurs, les mères qui ont des filles. Nous, les hommes, semblons alors épargnés par cette épidémie. Nous ne risquons rien. Le 15 août 1857, une vague de folie s'abat sur les jeunes femmes pendant la messe de l'Assomption. Elles convulsent. Le nouveau médecin est dépassé. Des carabiniers et le docteur Tavernier de Thonon sont envoyés par les autorités sardes. Le docteur clame qu'il faut isoler les aliénés. Posséder, lui répond la foule. On le voit dans ce passage que tu viens de citer, on a clairement une distinction très nette entre ce que propose d'un côté la médecine et la foule qui, elle, décrète que le problème est clairement d'ordre de la possession, de l'exorcisme. D'ailleurs, la foule et les villageois et villageoises demandent d'entrée de jeu très rapidement au curé de Pingey d'exorciser ces possédés, chose que le curé n'a pas l'autorisation de faire. D'ailleurs, on le lui refuse à plusieurs reprises au niveau de l'évêché, et cetera. Et à un moment donné, il va le faire contre l'avis de sa hiérarchie, mais évidemment, ça n'a aucune conséquence et les crises continuent, de se succéder. Donc on a vraiment cette opposition très nette entre, d'un côté, ce développement médical qui prend de plus en plus d'ampleur avec ces premières études sur l'aliénation, les premières infirmeries et traitements d'aliénés et la religion qui est encore très, très solide et tu le dis d'ailleurs dans ton roman, dans ce village, il y a une hiérarchie très nette. En haut de cette pyramide hiérarchique, il y a le maire, mais juste en dessous et de pas très loin, il y a le curé. Quand le curé passe dans le village, tout le monde se tait, tout le monde baisse la tête, tout le monde le respecte. C'est vraiment une des figures principales d'autorité et derrière le curé, on a le pharmacien, héritier des anciens sorciers, comme c'est écrit dans le roman et le médecin. Donc c'est vraiment le médecin qui vient en bout de fil, là. Oui, on est dans une société, en fait, où l'emprise de l'Église est évidente,
Faut savoir que le curé Pinget donc était curé depuis 30 ans à Morzine, donc il a eu le temps d'exercer son autorité, son influence, sur les Morzinois. Et peut-être ce qui est important de préciser, c'est que des exorcismes donc avaient lieu régulièrement. Mais c'est en fait, il y a des différences entre les exorcismes un peu, quotidiens de tous les jours, qu'il va faire, assez rapidement, d'abord dans l'église et puis après, il va arrêter de le faire dans l'église parce que les autorités ne sont pas satisfaites et puis donc il le fera à domicile. Et puis ce que réclament les gens, c'est le grand exorcisme. Donc il y a un rituel du grand exorcisme, enfin voilà, mais pour ça, il doit avoir absolument l'autorisation de sa hiérarchie, de l'évêque et il va le demander à plusieurs reprises et on va le lui interdire effectivement. Donc ce qui va exacerber en fait les demandes des Morzinois qui sont persuadés que s'il y avait ce grand exorcisme, donc ça résoudrait tous les problèmes. Et il y a un moment, plus tard, donc il y a l'évêque qui va venir, l'évêque Magnien et il y a une incompréhension parce que lui, il vient pour la première communion et les Morzinoises qui sont, et les Morzinois qui sont dans l'église pensent qu'il vient pour faire cet exorcisme et donc ça va déclencher, une furie de la part des personnes qui vont, les femmes qui vont commencer alors à convulser et cetera, mais à pousser des imprécations, puis qui vont commencer à renverser les saintes huiles, qui vont même lui arracher, son anneau, enfin voilà, d'évêque, enfin et finalement il est sauvé par l'aide des sacristains qui le sortent de l'église. Donc on voit des scènes qui sont, oui et ça c'est des scènes qui ont été décrites, qui sont dans les sources et c'est assez incroyable à lire, enfin la violence que ça a pu entraîner. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est la folie des femmes qui est au cœur de ton roman, mais bien souvent, dans les scènes qui sont décrites, on est confronté à la folie des hommes. On a quelques autres scènes très fortes, notamment une scène où un jeune homme, Pierre, est finalement amené à démontrer son amour pour la communauté villageoise d'une façon assez particulière, que je ne divulguerai pas, que je vous laisserai découvrir, enfin qu'on vous laissera découvrir et qui va avoir des conséquences puisque, cette démonstration va amener à l'abattage, du sapin, le plus ancien du village qui jouxte l'église. D'ailleurs, c'est assez intéressant cette manière que tu as eue de placer le plus vieil l'arbre le plus ancestral, à côté de l'église et de mêler ainsi la question de la nature, enfin de l'importance de la nature et l'importance de la religion, côte à côte finalement, peut-être involontairement, mais tu auras voilà, peut-être qu'on pourra en parler après la lecture de ton extrait et on va voir ce qu'il arrive à ce sapin. Un bruit sec retentit. Des oiseaux s'envolent. Un son vigoureux. Dans le ciel, les oiseaux tournoient, à la recherche d'un autre perchoir. La cognée s'amplifie. Les oiseaux se répandent dans les rues. Quelqu'un s'acharne. Une chatte écaille de tortue s'étire, sort de ses rêveries. Un déchirement soudain. La chatte, sur ses 4 pattes, habituée à davantage de calme, miaule. Un craquement irréversible. Elle bondit et s'éloigne prestement. Au pied de l'église, le sapin semble avoir arrêté de vivre. Durant des siècles, il a offert son ombre au badaud. Il est jeté à terre, coupé de ses racines. La plupart de ses branches sont brisées, ses aiguilles dispersées, son écorce lacérée. Sa frêle jeunesse ne sera bientôt plus qu'un souvenir. À cette époque, on l'ignorait. Puis le temps passant, il avait acquis des centimètres de haute lutte. Il avait commencé à surplomber les buissons et les enfants. La sève affluait à l'extrémité de ses branches, avec vigueur. On s'asseyait contre son tronc lors des chaudes journées d'été. Le ciel et la terre le protégeaient. Ce ciel d'où provenaient les rayons solaires, la terre dans laquelle baignaient ses racines et où elle puisait sa subsistance. Le tronc s'élargissait, les branches se multipliaient, les oiseaux construisaient des nids toujours plus nombreux. Il était entouré de pépiments variés, parfois exotiques, et de plumages bariolés. Leur bec chatouillait l'écorce, ses stries s'accumulaient, ses racines s'étendaient loin dans la terre. Désormais, les hommes s'abritaient sous ses voûtes en sortant de l'église. Des générations des mêmes familles avaient défilé devant lui. On semblait attaché à lui, jusqu'à l'instant où la hache s'était abattue pour la première fois sur son tronc.
avec une violence inconnue. N'était-ce pas une erreur? Une deuxième agression avait ébranlé le tronc. Ce n'était pas une erreur. La troisième attaque fit frissonner l'arbre. Sa survie allait être brève. Ces mêmes hommes, qui riaient il y a peu sous les branches du sapin, devenaient d'affreuses créatures qui peuplent les cauchemars. La sève suintait le long des blessures. Seules les racines demeureraient orphelines. Merci pour cette lecture, Alexandre. Cette scène, je la trouve extrêmement belle. Elle montre à quel point tout peut basculer d'un moment à l'autre par la folie des hommes, en fait, qui tout à coup les fait changer de point de vue et qui, d'un arbre refuge finalement qui a accueilli de très belles scènes villageoises pendant des décennies, euh, fait finalement de cet arbre un arbre à abattre parce qu'il est tout à coup porteur d'un autre symbole, d'un symbole néfaste. Est-ce que cet épisode a un rattachement historique? Alors, il y a effectivement un jeune homme qui est décrit, enfin, dont les actes sont décrits en fait dans les sources, qui était le frère de Péronne Tavernier, donc qui s'appelait Joseph Tavernier. Et on parle de ce jeune homme qui en fait, aurait commencé à grimper dans un sapin et puis se serait suspendu, aurait fait le cochon pendu en fait dans cet arbre en gesticulant et ça aurait justement dérangé, provoqué, enfin voilà, et on l'a assimilé en fait aux hystériques. Alors il y avait cet épisode, j'ai choisi de le nommer différemment parce que j'avais envie de donner une portée plus symbolique à son acte, en essayant de comprendre pourquoi, il aurait pu faire ça, et c'est pour ça que j'ai imaginé ce Pierre qui va au sommet de cet arbre et qui finalement va dans une volonté, positive, mais qui sera, interprétée vraiment, bien au contraire, de manière très négative, heu et on voit comme tu le disais, la fureur des hommes, enfin voilà, dès qu'on dérange, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on réagit et la réaction, c'est une montée de violence et il faut, supprimer le problème. Donc là, avec le jeune homme et avec l'arbre, puisque l'arbre qui était, symboliquement positif, enfin voilà, qui était un lieu central, de ce village, tout d'un coup devient un objet, comme tu le dis, de la réprobation, enfin qui est réprouvé lui-même, et ça me semblait important et intéressant à creuser. J'ai bien envie de rebondir sur cette question de ce qui est interdit, de ce qui est étouffé, de cette interdiction de sortir du cadre puisque, potentiellement, c'est une des façons de comprendre ces crises d'hystérie aussi, en tout cas féminines, alors qui, pour des raisons étranges, ne touchent pas les hommes. Mais tu as, une scène, dans le roman qui, mentionne, très spécifiquement, le fait qu'on éduque, hein, les enfants dès le plus jeune âge à pas faire de bruit, à suivre les règles et cetera et que dans ce village, on n'entend pas de cris d'enfants. On brime en fait finalement, on cadre, on étouffe et finalement ces crises qui se développent de petit à petit, pourraient d'une certaine manière être le reflet justement de ce joug qui trop pèse et qui à un moment donné, éclate comme, on pourrait faire, évacuer la vapeur finalement d'une cocotte minute. Tu as une scène qui parle de l'éducation et comme tu es ancien enseignant, j'aimerais bien ton point de vue là-dessus. Hem, Tu sais, je cite: «Les idées doivent être les mêmes dans toutes les têtes. À l'école, ils répètent. J'ai répété. Des listes. Ils apprennent des manières d'être, des postures, des réactions. Effectivement, l'éducation, c'est toujours intéressant de se dire qu'est-ce qu'on veut faire à travers l'éducation et je pense qu'on peut vite tomber, dans cette éducation traditionnelle où, finalement on remplit un cerveau avec du savoir, des connaissances et cetera, où on ne demande pas de réflexion et pour moi c'est délicat et compliqué et c'est vrai que c'est pas comme ça que je vois l'éducation. Au contraire, c'est de stimuler la réflexion, de pouvoir se positionner, de pouvoir réfléchir par rapport à toutes ces questions. Alors on imagine bien qu'à l'époque, aller à l'école, ça voulait dire d'être complètement dans ce système, dirigiste comme ça où on doit se conformer.
Et puis, par rapport à la situation de Morzine, des villageois, des enfants, ces jeunes filles, effectivement, elles sont, conditionnées par l'Église. C'est vrai que peut-être pour, revenir par rapport aux causes de cette possession, de cette hystérie, donc il y a eu toutes sortes d'hypothèses. On lit dans les sources, enfin voilà, on va imaginer, se demander si c'est des problèmes de consanguinité, si c'est, l'ergot du seigle qui contamine, si c'est l'eau, parce qu'on n'a pas de fontaine à Morzine, donc c'est l'eau des névés, enfin voilà, est-ce qu'elle est contaminée? Enfin, la nourriture, enfin, il y a toutes sortes de questions qui se sont posées et c'est vrai qu'en lisant ces sources, je pense qu'effectivement la, cette emprise de l'Église, cette, éducation, comme tu le disais, fait que les femmes sont conditionnées à obéir, à être soumises et cetera. Leurs maris sont éloignés et donc il y a cette dépendance et elles accumulent ça tout au long de leur existence et à un moment, il y a, cette jeune femme qui commence tout d'un coup à sortir, enfin on imagine bien tout ce qu'elle a en elle et ça sort d'une manière ou d'une autre et finalement, il y a l'imitation par les autres, qui font que, c'est tout un village qui, d'une certaine manière, se révolte. Alors c'est pas une révolte avec des armes et cetera, mais c'est une révolte finalement très silencieuse puisque quand, après ces crises, en fait, elles redeviennent très calmes instantanément et elles reprennent leur vie de tous les jours. Elles ont oublié ce qui s'est passé. Mais, par contre, l'impact sur les hommes, et sur le village est vraiment très, très conséquent. Ces crises d'ailleurs sont documentées dans le roman à partir du moment où l'inspecteur général des asiles vient de Paris, parce qu'en fait cet épisode a lieu aussi sur une période de transition au niveau géopolitique. Morzine va passer d'une affiliation au royaume de Piémont-Sardaigne sous Victor Emmanuel II à un rattachement à l'empire de Napoléon III, donc à la France en 1860 et ça va avoir un impact puisqu'à partir de ce moment-là, en France, on veut absolument pas entendre parler de cas de possession et on va, déférer à Morzine, des aliénistes, des médecins donc d'abord le docteur Artaud de Lyon, puis, le docteur Constant qui lui va instaurer une dictature, quasi militaire dans le village où justement tu le citais tout à l'heure, hein. Il va commencer à dire que ces villageois et villageoises s'alimentent extrêmement mal, mangent des produits de mauvaise qualité, des pommes de terre de mauvaise qualité, du mauvais fromage, et qui ont une alimentation qui n'est pas assez variée, et qu'il faut faire venir la civilisation à ce village de montagne en créant une route de 32 kilomètres entre Thonon et Morzine et du coup, ça va complètement, révolutionner, finalement la vie du village qui va se sentir, complètement, dicter la conduite à avoir, par l'étranger de Paris, finalement. Oui, alors on imagine ce grand monsieur donc qui est actif à Paris, qui connaît Napoléon III et qui débarque dans ce village, de Morzine après avoir, suivi ce chemin à dos de mule pour arriver jusque-là, et qui découvre, donc un village qui, en venant de Paris, enfin voilà, qui est aux antipodes de ce qu'il considère comme la civilisation, et qui va rencontrer, ces Morzinois, ces Morzinoises qu'il va voir et qui va porter, des jugements, forcément très négatifs par rapport à la situation et c'est ce basculement justement dans cet empire français, qui est assez fascinant parce qu'on voit vraiment que la situation va changer du jour au lendemain, où tout d'un coup, c'est l'administration, qui dit: «On éradique tout ça». Enfin, et d'ailleurs, les mesures qui vont être prises vont être radicales puisqu'on va envoyer, les hystériques, à Bassan, dans un asile près de Chambéry, dans d'autres, endroits aussi vers Thonon et cetera. Ça va être dramatique pour la population, pour ceux qui restent. Alors on a des cas de femmes qui vont s'échapper, qui vont se réfugier dans les alpages, qui vont passer en Suisse, enfin et c'est la panique en fait pour pour tout ce village. On va d'ailleurs pouvoir en reparler puisque l'héroïne principale, toujours cette jeune femme rousse amnésique, va échapper à la mise à l'asile parce qu'elle va être isolée à un autre endroit et d'abord on ne sait pas de qui c'est l'ordre finalement et ce qui fait qu'elle est isolée à l'écart en fait de ses compagnes. Avant de parler, de cette jeune femme qui vit ensuite un isolement,
assez éloignée, hors asile, où elle va pouvoir petit à petit se reconstruire et se reconstruire d'une assez belle manière, notamment avec la lecture. Ce sera l'objet de notre 3e extrait. On a une question qui nous est venue par rapport à ce sapin dont tu lisais l'extrait tout à l'heure. Sébastien de Genève qui nous demande: que représente le sapin? La société qui se retourne contre les femmes dites malades? Aujourd'hui encore, on doit se conformer et se comporter comme son groupe de population est attendu. Oui, c'est compliqué parce que finalement, ouais, il y a d'un côté les hommes, donc les Morzinois qui se comportent d'une certaine façon et puis il y a les hommes d'ailleurs qui viennent et qui portent leur jugement et c'est pas forcément toujours compatible non plus. Ce qui est principal, c'est de supprimer ce qui dérange et à n'importe quel prix finalement, même quand c'est des choses qui sont importantes pour eux, ben, le sapin est essentiel dans leur vie. Enfin voilà, c'est un lieu important, mais finalement, on efface, on supprime. Enfin voilà, c'est toujours ce même, mécanisme qui, et on pense qu'à travers ce mécanisme-là, tout va être résolu et en fait, pas du tout. Ou on exile, ou on isole, et finalement, clou qui dépasse s'appelle le marteau. Cette reconstruction de cette jeune femme, de cette rousse, se fait d'une part dans un isolement bienveillant, mais surtout d'un côté avec une reconnexion à la nature. En fait, c'est sa connexion très profonde à la nature de base et tout au long de son histoire qui va lui permettre de garder la tête finalement et de ne pas sombrer dans la folie, y compris dans cet isolement prolongé. Et d'autre part, progressivement, par le fait d'être amené au livre et à la lecture. Et je te propose de partager avec nous ce passage. Je rêve. Je rêve des lettres de l'alphabet avec lesquelles je vis désormais. Quand j'ai tourné les pages du livre déposé avec bienveillance, j'étais surprise de découvrir des signes innombrables liés à des images. Je voulais le déchirer, le jeter par la fenêtre, mais un désir plus fort a guidé mes yeux. Ces lettres ont commencé à gagner une signification. Je parlais toute seule dans ma chambre, annonnant des chapelets de lettres et de mots, découvrant des combinaisons improbables. De jour comme de nuit, je passais tout mon temps à les explorer. J'ai avalé ces lettres, j'ai bu ces mots, je me suis saoulé en les mélangeant. Ils faisaient écho à de lointains souvenirs, qui toujours m'échappaient. Mes préférences allaient à ces lettres sans angle, qui se reposent dans leur rondeur. Ce O sans égal, qui se cherche jusqu'à la fin des temps. Ce A au mystérieux équilibre qui jamais ne ploie, même dans la tempête. Ce E à la perfection imparfaite, guerrier menaçant. J'aime ces lettres douces, qui échappent, qui savent s'effacer. Quand ces lettres me sont devenues familières, j'ai ouvert la porte et j'ai posé le livre par terre. Le lendemain, j'ai regardé s'il s'y trouvait encore. À sa place m'attendait un nouveau livre, à la couverture rouge et or. Dans cet extrait, on remarque que le fait d'être amené à la lecture n'est absolument pas fait de manière imposée, comme ça va être le cas dans le village de Morzine, puisque le docteur Constant, une des préconisations qu'il fait pour que ces crises s'arrêtent et qu'on amène la civilisation, toujours amener cette fameuse civilisation par la route au village, ça va être de déverser, je crois même que tu utilises spécifiquement ce mot, des sacs de livres, enfin des tonnes de livres à la population. Enfin, allez-y, lisez et enfin éduquez-vous, remplissez vos têtes. Et ce n'est absolument pas comme ça que la lecture est amenée à l'héroïne. Au contraire, c'est un dépôt tout à fait innocent, gentil, qui la sort un peu de sa léthargie puisqu'elle est isolée dans une chambre dans laquelle elle a une routine très spécifique puisque la chambre elle semble très sommaire et qu'elle passe la majorité de son temps à regarder le plafond et à connaître par cœur l'ensemble des gravures de son armoire en bois, ce qui n'est pas dans l'extrait en question. Mais ça va finalement attirer son regard et elle va être happée d'abord par les lettres, hein, par leur forme, etc., par leur potentielle douceur, leur rotondité, etc. Et petit à petit, un livre va en remplacer un autre et c'est comme ça qu'elle va trouver finalement le goût à la lecture jusqu'à que la femme qui l'accueille, en fait, qui l'héberge,
lui donnent des leçons, lui apprennent vraiment à lire et lui apprennent à écrire, en tout cas, lui apprennent les rudiments de l'écriture. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette façon d'entrer dans la lecture, toi qui es ancien enseignant? Je suppose que ça doit évoquer quelque chose chez toi. Alors c'est certain, alors je suis enseignant entre parenthèses pendant quelques années, mais effectivement, la lecture, et puis, tout l'apprentissage pour moi, c'est quelque chose en tant qu'enseignant qu'on doit susciter, on doit amener les élèves, les enfants, à découvrir ce plaisir. Pour moi, c'est une notion qui a toujours été essentielle et le plaisir, on peut le trouver à travers le choix, par exemple. C'est vrai que les lectures imposées, ça m'a toujours posé problème. Enfin voilà, alors c'est normal qu'à l'école, il y ait certaines lectures qui soient imposées puisqu'on doit travailler sur un texte, l'analyser et cetera. Mais, le fait qu'il y ait ce choix parfois, alors à chaque fois que j'avais l'occasion, je permettais à mes élèves de choisir le livre qu'ils voulaient lire et je pense que c'est précieux, d'avoir cette liberté et de se dire: «Ah, il y a une thématique qui m'inspire ou pas ou un texte». Enfin voilà, je vais feuilleter différents livres et ensuite, je vais me lancer dans cette aventure. Tandis quand on nous dit: «C'est tel livre qu'on doit lire» et cetera, c'est plus compliqué et je pense que, ouais, cette liberté, ce plaisir, sont essentiels dans la découverte de la lecture et de l'écriture aussi, enfin d'explorer, et de susciter cette envie chez les enfants et chez les élèves. Ça tombe bien puisque dans ce podcast, on a une rubrique qui est toujours là, qui est Mona lira un livre dans ta pile à lire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve dans ta pile à lire que tu aurais plaisir à lire et qui n'est pas encore lu ou peut-être partiellement lu? J'ai participé en fait à un festival, littéraire, le Festival du Lac, le week-end passé et donc pour cette première expérience en tant qu'auteur, je me suis retrouvé, à côté de Michel Laya, donc auteur bien connu en Suisse romande et dont le dernier livre, Deux sœurs et non pas deux filles, j'ai un doute maintenant parce qu'il a écrit les 2, mais je crois que c'est bien Deux sœurs, donc qui dédicaçait ce livre et ça a été une belle rencontre. J'ai trouvé quelqu'un de profondément humain, d'ouvert et ça m'a donné, très envie de découvrir ce livre, donc je me réjouis de lire. Je confirme, c'est bien Deux filles, le 2 dernier filles, roman de merci, Michel voilà. Laya, tout à fait, qui est Pardon à Michel Laya. il est en coup de cœur sur notre homepage depuis des mois. Donc, le dernier roman de Michel Laya a eu une belle visibilité sur notre médiathèque et elle l'a toujours jusqu'à nos prochaines rédactions. Je te remercie beaucoup, Alexandre. On arrive très bientôt à la fin de notre podcast mensuel et on a l'habitude d'achever notre épisode systématiquement par la question suivante. Pour toi, Mona, elle lira comment? Mona lira avec son chat. C'était Mona lira avec Alexandre Regat, le podcast mensuel littéraire de la médiathèque numérique accessible monalira.org. Un épisode animé par Céline Bitchard, monté par Gianluca Alaria avec une musique originale de Soundloops. À la technique, Sébastien Schöpfer. L'épisode vous a plu? Pensez à lui mettre une pluie d'étoiles sur vos plateformes de streaming préférées. On se retrouve le dimanche 21 septembre 2025 en direct du festival Livre en Fête à Charmey dans le canton de Fribourg en Suisse romande pour échanger avec Cyril Nguyen, auteur du polar Nuit blanche à Paléo qui concourt pour le prix du Vanille noir. À très bientôt!